Hi, Sophie-Claude. Bonjour, Alexis Wadjer. Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, on va parler avec Cindy Wild, professeure en travail social à l'Université d'Ottawa, qui a écrit un livre. J'ai trouvé très intéressant, très touchant, très intéressant. Touchant. Mais premièrement, on va parler santé autochtone aujourd'hui avec Philippe Meilleur, qui est... le directeur de Montréal Autochtone, membre du regroupement aussi des centres d'amitié autochtones du Québec. Et on vient d'ouvrir une nouvelle clinique de santé familiale avec Montréal Autochtone, n'est-ce pas? Quoi, Philippe? Oui, c'est go, ouais, on a inauguré notre clinique très attendue, clinique familiale. Donc, on a travaillé un bon 8-9 ans pour arriver à ce point-là. Ben, c'est maintenant fait. Moi, Philippe, d'entrée de jeu, j'ai quand même une question peut-être un peu... tu vas comprendre le sens de ma question. Dans cette année, il y a le centre de santé Tiohtià:ke qui a ouvert au complexe de santé Reine-Élisabeth. Il y a aussi une clinique médicale pour Inuit qui a ouvert dans Verdun, juste avant les fêtes. Et là, vous, à Montréal Autochtone, vous venez d'ouvrir une clinique de santé familiale. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'une troisième clinique autochtone à Montréal? Mais je pense qu'il faut comprendre l'émergence du financement puis de tous ces projets-là, comment qui ont été menés. En fait, il n'y a pas nécessairement eu une coordination séquentielle à dire on en ouvre une, on en ouvre une deuxième, puis Montréal Autochtone prend acte de tout ça. Montréal Autochtone avait l'objectif, comme tous les centres d'amitié, de développer un programme d'accès santé similaire à ce qui a été fait à Val-d'Or. Donc, la clinique à Val-d'Or a maintenant 15 ans. C'est rendu quasiment un CSC. La clinique Minoé. Clinique qui était nommée Minoé, maintenant est rendu le programme Pimazigouin, si je ne me trompe pas. Mieux vivre en Anishinaabe. Donc, les centres d'amitié ont une longue historique, en fait, de croire que intégrer le système de santé dans nos services, c'est le meilleur pont pour rendre les services de première ligne plus accessibles. Donc, Montréal Autochtone avait affiché son désir de faire ce genre d'initiative-là depuis 2015. On venait juste d'être fondé, puis on s'est dit, ben nous, on pense qu'un jour, on va devoir faire ça pour avoir une clinique spécifique aux enfants, spécifique aux jeunes, spécifique aux familles aussi. Ils ont des besoins particuliers, ces clientèles-là, puis ça a toujours été notre vision que faut pas mettre tous les besoins des Autochtones dans un même pot, puis se dire, un organisme va couvrir tous ces besoins-là. C'est pas vrai. C'est une spécialisation des services de la clientèle familiale et enfance. Fait que ça, c'est première réponse. Deuxièmement, quand que, puis on a demandé là, des rencontres avec le système de santé, ça fait 3 reprises qu'on essaie de monter un projet comme celui-là et que ça allait échouer. Ça avait échoué parce que le système de santé ne reconnaissait pas le défi de mobiliser les Autochtones vers les services. Puis quand on leur demandait combien vous en avez, là, en fait, dans vos CLSC à Montréal, etc., ils nous disaient, ben 0, on n'a pas de statistiques sur ça. Fait que c'était pas sur leur radar. Puis évidemment, le tragique décès de Joyce Echaquan a forcé la main du gouvernement à avoir une réponse. C'est comme d'habitude, malheureusement, dans beaucoup d'instances, là, on voit bien, il y a un accident tragique d'un piéton à Montréal, on va mettre un stop sur un coin de rue, là, finalement, puis là, c'est un peu la même affaire. Hein? Il y a une réaction, il y a un fonds. Et ce fonds-là était très large, en fait. C'est un fonds de 27 millions qui avait été lancé en 2021, si je ne me trompe pas. Et ça donnait de l'argent au CIUS pour créer des solutions culturellement sécurisantes. Ici, à Montréal, c'était 4,7 millions. Et on avait déjà une table locale avec tous les organismes autochtones. Et on se départageait un peu nos rôles, puis comment on voulait faire avancer la relation avec le système de santé. Puis ultimement, on a dit au système de santé, ben, on veut s'approprier tout cet argent-là, parce que ça devrait passer par nous pour créer des services, comme dans les centres d'amitié, on a fait un peu partout dans la province. Et donc là, il y avait un processus interne qui s'est fait pour l'octroi de ce financement-là, un comité indépendant, des choses comme ça, avec certains critères. Et plusieurs organisations pouvaient postuler avec leurs projets. Ces projets-là pouvaient être plus en services sociaux, plus en santé médicale, en santé traditionnelle. C'était tout simplement des services culturels de bien-être qui pouvaient être financés. Et les hôpitaux pouvaient aussi dire, bien, on aimerait ça en garder un peu pour des enfants.
C'est ce qui a été fait aussi un peu partout dans la province. Dans certains cas, il y a des CIUS qui ont dit, nous autres, on garde une grosse partie de cette enveloppe-là, puis on vous laisse un petit 200 000 au centre d'amitié. C'est pas assez pour nécessairement créer un service, faire tout ça. Fait qu'il y a eu l'octroi de quelques projets. Donc, c'est pour ça qu'il y a différentes initiatives qui ont été créées. Mais c'est un peu dans le processus de d'octroi de subvention. On ne va pas juste dire, OK, ben Joe Jogge, vous voulez faire quelque chose, nous, on abandonne nos projets. On crée chacun nos initiatives, puis ensuite, on se coordonne pour s'assurer qu'il y a une bonne utilisation des services. Puis la logique aussi, c'est que Joe Jogge s'est affiché comme étant plus un service d'urgence. Donc, ce n'est pas nécessairement un accompagnement médical comme nous, on offre. Ainsi que le service pour une clinique Inuit, ben, c'est seulement pour les Inuits. Nous, on est sans égard à la nation d'appartenance. Donc, une personne Inuit qui choisit notre clinique peut, tout comme une personne Ojibwe ou Atikamekw. Les services qui sont offerts à la clientèle de Montréal autochtone sont offerts tant pour les personnes autochtones que non autochtones. Et pour avoir moi-même participé à plusieurs activités d'artisanat, il y a beaucoup de gens qui sont en reconnexion ou ils pensent qu'ils sont métis de l'Est. Est-ce que les gens non autochtones ou autodéclarés peuvent aussi se prévaloir de ces services en santé-là? Non. Donc, on est en train de faire ce changement-là à la demande de nos membres puis à l'observation de notre équipe. Donc, il faut se rappeler que les centres d'amitié, on a une longue historique de peu de ressources, premièrement. Donc, commencer à faire l'évaluation de l'identité d'une personne, là, comme vous savez, à Montréal, on a des gens qui sont 60s scoop, déconnectés, du monde connecté, mais qui ne connaissent pas leur culture, du monde qui ont leur paperasse, il y en a du monde qui n'ont pas leur paperasse. Et donc, la mission des centres d'amitié pendant les 50 dernières années, c'est, garde, on oublie ça, les cartes de statut, là, qu'est-ce que tu as de besoin? Okay? Fait qu'on n'est pas en train de faire une évaluation comme qu'on aurait quand on rentre à un conseil de bande où là, on dit, la première affaire qu'on dit, c'est es-tu membre de cette bande-là? Parce que si tu ne l'es pas, ça se peut qu'on ne te serve pas. Donc, il y a quand même une distinction importante à apporter dans le milieu urbain. Par contre, comme plusieurs autres personnes autochtones, j'ai constaté et d'autres personnes ont constaté qu'on a aussi des usurpateurs d'identité. Et notre première réaction à tout ça, c'est de se dire, OK, maintenant, on va avoir des bylaws, donc des règlements généraux qui, un, va dire, si tu veux faire partie de la gouvernance de ce centre, tu vas devoir prouver que tu es autochtone. Et au début, c'était déjà là, c'est un challenge, là, à se dire, est-ce qu'on va avoir la capacité de faire ça? Puis qu'est-ce qui arrive pour tous les gens avec des identités floues? Est-ce qu'ils sont exclus? Puis notre position, c'est, bien, si tu veux devenir gouvernant, donc membre qui va élire des administrateurs, devenir administrateur, ben, si tu vas me donner ton information sur ton passé criminel parce que je fais une évaluation, tout ça, ben, tu peux faire la même affaire pour ton identité autochtone, s'assurer qu'on a les bonnes personnes en gouvernance. Et pour la clinique, c'est le premier service qu'on a restreint aussi en disant, ben, l'enjeu ici, c'est qu'il y a une loi derrière l'accès à un médecin. Si je t'inscris à un médecin, ensuite, c'est ton droit d'avoir ce médecin-là. Je ne peux pas juste dire, ah, finalement, on a appris que tu n'es pas vraiment autochtone, je te désinscris de la liste de médecins. Donc, notre CA s'est dit, OK, c'est le temps qu'on mette en place une politique plus rigoureuse sur l'accès à certains services et progressivement, on va commencer à implanter ça dans d'autres services. Notre défi, c'est encore une fois une question de capacité, parce que c'est bien beau dire ça, là, mais c'est un gros processus quand même pour l'admissibilité de service. Il faut évaluer si c'est crédible, la proposition de la personne, si elle a sa paperasse. Pour certains, c'est facile. Tu as ta carte de statut, tu vas nous la montrer, on va te faire signer un formulaire, merci, bonsoir. Mais pour plusieurs autres personnes, c'est pas aussi clair que ça. Et beaucoup de personnes autochtones, ben, ils perdent leurs documents. Fait qu'on veut s'assurer que quand même des services essentiels sont livrés à certaines personnes. Et pour les services culturels, on est en train de tranquillement restreindre aussi puis évaluer jusqu'à où on va permettre l'accès. Mais je prends l'exemple qu'à Montréal, ben, on a beaucoup de familles mixtes. On a une femme crie puis son chum, c'est un Haïtien. Si c'est son père qui s'occupe de l'enfant et dit, ben moi, je veux inscrire mon enfant au camp de jour, ben il faut qu'on ait une approche inclusive pour les parents allochtones qui s'occupent d'enfants autochtones. Fait qu'il y a toutes sortes de réflexions pour s'assurer qu'on maintient nos valeurs de centre d'amitié, mais qu'on s'assure que les ressources qu'on a créées s'en vont aux bonnes personnes et sont gouvernées par les bonnes personnes. Mais cette année, c'est l'année qu'on implante toute cette politique-là. Pour revenir un peu à la distinction, justement, on parle qu'il y a plusieurs maintenant cliniques autochtones. C'est un peu la même chose pour laquelle Montréal autochtone a été créé. Il y avait déjà un centre d'amitié autochtone à Montréal, mais qui avait une clientèle spécifique qui répondait peu aux besoins, si je comprends bien le contexte, des familles.
Donc, on a décidé de créer un nouveau centre d'amitié autochtone, puis il y a plusieurs organisations qui offrent des services comme ça spécifiques à une clientèle itinérante, à une clientèle de femmes ou des choses comme ça. Donc, la volonté de créer Montréal autochtone, c'est un peu comme ça que ça s'est passé, si je me trompe pas, Philippe, vers 2014? Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, il y a eu un CA intérimaire qui a été créé, il y a eu des événements communautaires qui ont été faits, puis tranquillement, la mobilisation de la communauté qui n'était pas desservie s'est approprié justement cette mission de créer le centre. Ils m'ont embauché et j'ai embauché ensuite le reste de l'équipe. Mais essentiellement, ce qu'on a pu constater, c'est que les services, si on regarde nos services, là, par exemple, tout ce qui est en enfance, ben, il n'y avait pas de camp de jour autochtone à Montréal. Et organiser un camp de jour autochtone, c'est pas une mince affaire, honnêtement. Non, puis pour l'avoir vécu à Val-d'Or, moi, c'est qu'est-ce qui m'a permis de garder un contact avec un aspect de moi-même, de mon identité autochtone. Parce qu'il n'y avait pas de... J'ai participé au camp de jour du Centre d'amitié autochtone, puis c'est assez essentiel quand on est dans un milieu scolaire non autochtone, dans des institutions non autochtones, un milieu de vie non autochtone, de pouvoir avoir accès au moins à quelque part dans l'année à ce genre d'activité-là. Exactement. Puis là, nous, on a parti d'un camp de jour, puis maintenant, on a une programmation annuelle, continue. Tous les fins de semaine, il y a l'équivalent d'un camp de jour ou des activités pour enfants. Et ça mélange du loisir, de l'apprentissage, puis de l'accès à la culture aussi. Et là, on a des enfants de toutes sortes de profils. On va avoir des enfants Inuit, on va avoir des enfants Blackfoot, on va avoir des enfants métis justement de l'Ouest. Nous, on a quand même une bonne population d'ailleurs de métis de l'Ouest, il faut le savoir. Puis de voir tous ces différents profils-là avec différents types de situations socio-économiques aussi. Nous, notre but, c'est de pas juste faire un service qui est seulement au niveau de la réponse à la pauvreté, c'est aussi d'offrir des services à des familles peut-être classe moyenne, mais qui sont déconnectées de la communauté, puis leurs enfants n'ont pas accès à de la culture. Fait qu'il y a toutes sortes de nuances que nous, on se développe comme expertise, puis ça se reflète dans des services d'accompagnement éducatif. On est capable de coordonner toutes sortes de stratégies avec les écoles, que ce n'est pas l'expertise des autres centres qui, eux, leur clientèle, est en itinérance. Ce n'est pas les mêmes besoins, ça ne sera pas les mêmes partenaires, ça ne sera pas même les mêmes enjeux à régler dans le système public. Donc, au niveau de l'éducation primaire, secondaire à Montréal, qui travaille sur ça? Bien, c'est nous, là, actuellement. Il y a seulement nous qui approchons les commissions scolaires sur ces enjeux-là. Fait que c'est vraiment une question de logique de se dire, est-ce une expertise là, des services, certaines clientèles? Il faut que des organisations se penchent sur ça, puis on peut tout faire. Donc, cette clinique-là, elle est vraiment spécifiquement pour les services à la famille. Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Comme moi, personnellement, je suis une femme célibataire sans enfant. Ces services-là ne seraient pas vraiment appropriés pour moi. Ça serait plutôt, je devrais aller plutôt vers le centre Joe Jaggi à ce moment-là. Non, en fait, c'est applicable. On l'a nommé une clinique familiale parce qu'on veut vraiment que le message soit envoyé que c'est quand même de l'accompagnement à long terme, médecin de famille, avec certaines spécialisations qui vont être un peu plus dédiées à l'accompagnement de parents et une clientèle en enfance. Par contre, tous les groupes d'âge, essentiellement, c'est autochtone, tu peux demander un accès. Puis ensuite, notre équipe va évaluer c'est quoi la situation que tu peux avoir, puis si on est vraiment capable de te desservir. Il y a des grands malades qu'on n'est peut-être pas capable d'accompagner parce qu'ils sont dans une situation d'un cancer avancé, des choses comme ça, tandis qu'on a des gens qui ont déjà un médecin de famille, mais ils l'aiment pas, puis c'est peut-être pas la priorité de desservir cette personne-là si elle a facilement accès à un médecin, puis il faut faire un peu de jugement sur le triage. Ceci dit, tu es éligible, je suis éligible, tout le monde qui est autochtone et qui a sa preuve d'autochtonie, en fait, de son identité autochtone, est éligible. Et les services offerts, ben, c'est la première ligne. Fait que c'est carrément, donc, soit ponctuel ou un accompagnement d'un médecin. Fait que si tu as un petit besoin ponctuel, c'est possible de faire un rendez-vous avec notre médecin. Si tu veux un accompagnement, un suivi d'un médecin, même chose. Et là, qu'est-ce qu'on offre comme service de base? C'est que toute la base est faite sous notre toit. Donc, examen médical. Ensuite, si on a des prélèvements à faire, tu n'as pas besoin d'être envoyé à un CLSC. On va faire ça sur place. On ne veut pas de barrière logistique. Et les suivis avec une infirmière. Fait que, mettons qu'on décèle qu'il y a de la haute pression, il y a des suivis de diabète à faire. Tout ça est fait sous un même toit avec notre très petite équipe médicale. Et ensuite,
Ben, admettons que tu veux parler à un aîné, on a 2 gardiens du savoir pour avoir des discussions avec des gens sur différents niveaux, que ce soit état de santé, leur situation personnelle, ou des fois se découvrir un petit peu aussi sur certaines traditions. Tout ça est fait sur le même toit, ainsi que des services de liaison deuxième ligne. Parce que la première ligne, c'est la base, mais si tu as des tests à faire avec des spécialistes au CHUM, au CUSUM, dans d'autres milieux, pour certaines personnes, ils vont dire, je suis correct, je vais m'organiser, ça va. Mais on a aussi un service de liaison puis de navigation santé pour accompagner les gens quand ils disent, ben moi, ça m'intimide d'aller là-bas ou je ne suis pas trop sûr dans quoi je m'embarque. Fait qu'on a un accompagnement ou une coordination avec le système de santé aussi. Grosso modo, c'est ça. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ça clarifie un peu pour qui ces services-là sont. On va faire une courte pause musicale. On va revenir tout de suite après Philippe Meilleur de Montréal Autochtone pour nous parler de la clinique de santé familiale.
Alors, on écoutait Strange Brew avec Take Me Away. Strange Brew qui est composé de Mike Miljour au chant, Craig Commanda à la basse, Wayne Bracoupé et à la batterie et Corey White Duck à la guitare. C'est un groupe Anishinaabe de Kitsgans-Zipi. On est de retour avec Philippe Meilleur de Montréal Autochtone. On parlait justement des services. Moi, j'ai une petite question qui m'a popé en tête quand je t'entendais décrire tous ces services-là, Philippe. Montréal, c'est un grand territoire. J'imagine que la clientèle de Montréal autochtone peut même aller jusque dans les banlieues. Comment on fait pour desservir un aussi vaste territoire, puis avec des réalités de personnes qui vont être anglophones, francophones, qui vont venir de banlieues ou de quartiers plus centraux à Montréal. Comment ça se reflète dans les services médicaux puis dans la mission de Montréal autochtone? Je ne vous le cacherai pas, c'est le plus gros casse-tête de ma vie, puis celle de mon équipe, évidemment, de réussir à arrimer toutes ces choses-là. Fait que je vais répondre en deux temps. Fait que premier temps, c'est la dysfonction du système public pour faire un projet avec nous. Donc, nous, on s'en retrouve. En effet, s'il y a des gens de Châteauguay, il y a des gens de Brossard, il y a des gens à Laval, il y a du monde de Oka qui descendent jusqu'à nos services dans certains cas, et évidemment, partout ici à Montréal. Et le défi au niveau du système de santé, c'est qu'ils ont fragmenté les responsabilités des CIUS par des territoires. Fait que nous, on est dans le territoire du CIUS Centre-Sud, mais on est comme obligé de travailler avec eux pour la base d'un service. Mais là, le défi qu'on met au système de public, c'est, nous, nos gens sont un peu partout, puis même en dehors de vos territoires de Montréal. Fait que si on doit coordonner avec les services locaux, admettons qu'il y a une mère qu'elle ne peut pas se déplacer à la clinique toutes les fois, puis il y a des services à domicile qui doivent être faits, là, il faut coordonner avec un CIUS local. Fait que notre équipe va travailler avec ce CIUS-là, mais ça veut dire établir une relation. Là, c'est comment qu'on assure la sécurisation culturelle dans ce cas-là. Ouais. C'est la responsabilité du CIUS. Fait que je suis aussi sur un comité de formation qu'on a déjà déployé d'un certain temps, où c'est l'UQAT avec son programme de formation en sécurisation culturelle qui offre des disponibilités de formation à l'année longue. Et là, on encourage le CIUS à dire, on voit des corridors là, avec certaines de vos institutions qu'on travaille plus souvent avec. Assurez-vous que le personnel en lien avec notre clientèle prenne des formations. Mais on va aussi donner du feedback, puis on va aussi accompagner des membres quand ils sentent que c'est pas culturellement sécurisant. Et on va les accompagner soit à faire des plaintes ou bien donner du feedback au département référent. Mais c'est énormément de travail faire ça. Aucun doute qu'on a besoin d'un appui du système public et qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais c'est comme ça qu'on va le travailler. Puis on pense que c'est la meilleure méthode parce que juste une formation, ça ne donne pas une impression de service rendu. Il faut qu'il y ait un feedback loop. Ouais, puis des rapports comme le rapport de la coroner Guyane Kamel sur la mort de Joyce Echaquan ou d'autres littératie scientifique qui viennent nous dire que juste une étude, souvent, des fois, ça peut même avoir... Juste une formation, ça peut même, des fois, avoir un effet contraire à ce qu'on veut. Là. Absolument, absolument. Puis notre logique, puis on l'a vu dans certaines recherches qu'on a participé, c'est du développement d'expertise. Il faut que le personnel alloctone se développe une expertise en service aux Autochtones. On ne peut pas tout faire dans notre clinique. Et quand on voit que des infirmières sont habituées de travailler, admettons, avec des femmes autochtones qui arrivent du Nord avec des grossesses à risque, ils sont à l'aise à parler avec eux autres. Ils différencient des différents profils de, par exemple, une femme qui a des gros enjeux de dépendance, d'itinérance, et ses réactions d'une femme qui fait juste passer un très mauvais quart d'heure avec une grossesse à risque. Fait qu'ils n'hésitent pas à bien servir. Mais on a vu que dès que ces mêmes femmes autochtones-là vont dans d'autres départements du même hôpital, il n'y a pas la même aisance. Fait qu'il y a une réduction de l'approche. Puis à la place que l'infirmière pose des questions, entre en contact avec la femme, elle rentre puis elle fait juste à garder le document médical, puis merci, bonsoir, j'ai fait ma job. Puis ça, c'est pas ce qu'on veut voir dans le réseau de la santé à Montréal. Mais avec une clinique comme la nôtre où on donne du feedback, puis qu'on informe, puis qu'on travaille en collaboration, on pense qu'on va continuer à développer l'expertise. Puis je résume en 2 secondes le défi logistique. Côté de l'accès, au moins Montréal Autochtone est au métro Lionel Groulx. Okay. 2 lignes de métro, pas mal accessibles. Les lignes d'autobus de la Rive-Sud aussi arrivent directement à ce même niveau-là. Donc, notre plus gros défi, c'est le stationnement. Puis, je vais vous avouer, je suis un peu déçu parce qu'on a demandé à l'arrondissement Sud-Ouest de nous réserver des places de stationnement. Puis, c'est un peu encore en cours. Ça va probablement même pas être des places de stationnement réservées sur la rue, mais peut-être juste comme des petits arrangements qu'on va pouvoir faire. Ça, c'est difficile quand même pour les gens qui se déplacent en voiture. Ça, je l'avoue.
La réception du système de santé par rapport justement à cette rétroaction-là, le fait de faire des références, etc., est-ce qu'il y a une bonne réception de ce palier de service que Montréal Autochtone offre? Nos partenaires sont très impliqués au niveau du GMFU de Verdun. Le CIUS Centre-Sud a quand même offert certains leaderships pour faire les ententes, des choses comme ça. Ce qu'on constate, c'est que regarde, c'est un des plus gros appareils de service public au Québec. Mm-hmm. À Montréal, c'est des milliers d'employés. On ne peut pas s'attendre que chaque interaction va être bien faite. On le sait, là, dans nos propres organisations, il y a du monde qui font du bon travail, puis qui ont du savoir-être, puis il y a du monde qui font du mauvais travail et qui n'ont pas de savoir-être. Mm. Je pense qu'il faut être réaliste, qu'on ne pourra pas complètement assurer la sécurisation des Autochtones dans tous les milieux, mais on a des rencontres régulières, toutes les organisations autochtones et toutes les institutions de santé depuis 5 ans, et l'agenda est bien tracé. On a un plan d'action pour les 5 prochaines années aussi. Et moi, je l'ai clairement dit, il faut qu'au moins 5000 personnes autochtones, au minimum, aient accès à un service équivalent d'un médecin de première ligne qui soit en situation d'itinérance ou non. Parce que sans ça, on sait comment que le système est fait, tu n'as pas accès à rien d'autre. Fait que ça, c'est dans nos premiers targets à essayer d'évaluer puis de vérifier. Puis par la suite, il y aura toutes sortes de discussions avec ce service-là. Ce qu'on espère surtout, c'est que les personnes restent en poste. Parce que le plus gros problème qu'on voit dans le service public, il y a des chaises musicales, puis on en recommence à zéro. Ça, c'est vraiment difficile. Les membres de l'équipe à la clinique de santé familiale à Montréal Autochtone, est-ce que ce sont des non-autochtones ou ce sont des autochtones? Bien, justement, c'est un gros défi, en fait. Simplement travailler avec le service public. Il y a des conventions syndicales. Fait que, admettons qu'on voulait être dans le comité de sélection pour l'infirmière ou créer un poste spécial, mais ça, c'était pas possible parce que la convention ne permettait pas. On a quand même donné nos critères, on a quand même participé à l'évaluation, puis elle travaille chez nous. On est capable de superviser la pratique un peu, mais c'est plus compliqué qu'on pense. Et au niveau des médecins, c'est des travailleurs autonomes. Le défi, c'est leur mode de rémunération. On a eu, en fait, des possibilités de médecins autochtones, mais la rémunération, on paye des taxes. C'est pas des per diem comme aller dans le Grand Nord. C'est pas la même rémunération. Fait que c'est un défi, ça aussi, de trouver un arrangement des conditions de travail qui incite les médecins ou infirmières autochtones à vouloir travailler chez nous. Et c'est pas tout accompli, là, ce niveau-là. Fait qu'on a essayé, ça n'a pas fonctionné, donc c'est des alertes. Philippe Meilleur, directeur de Services autochtones, c'est malheureusement la fin. C'était très intéressant. On souhaite beaucoup de succès à ce nouveau service-là. Niawa. Merci beaucoup. Niawa. Ouais. Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller. On reçoit l'amie Cindy Wild, professeure à l'École de services sociaux à l'Université d'Ottawa, qui a été chargée de cours, consultante et conseillère politique, qui est en train de terminer son doctorat, donc à l'UQAT, qui a une maîtrise, qui a une expérience dans le système carcéral, et c'est un peu de ce que vient nous parler son dernier livre, Émergence insoumise, chez Anenorak, dans la collection Harangue. Quoi, Cindy? Quoi, Kakina, merci de m'inviter. Merci d'avoir accepté l'invitation. Moi puis Sophie-Claude, on a toutes les deux lu L'émergence insoumise. C'était des moments instructifs, des moments touchants aussi. Ouais. Tu nous parles en introduction de comment ton identité Anishinaabe est ressortie pendant la crise d'Oka. Oui, parce qu'avant ces événements-là, j'ai jamais été confrontée à me poser la question où je me situais, puis encore moins de me rendre compte que c'était problématique. C'est vraiment à partir de ces moments-là que mon identité s'est définie, puis toujours de plus en plus, finalement. Jeune femme qui allait au cégep, raconte-nous aux auditeurs qu'est-ce qui s'est passé quand tu as voulu venir faire un tour à Abitibi-Winnie à Picogan?
Ben, ma famille est toute à Picogan, Ouais. donc pendant cet été chaud-là, il y avait plusieurs événements où je savais que ma famille était intimidée, et notamment devant la réserve à Picogan, et il y avait eu un gros feu qui avait été allumé par des autochtones pour leur signifier restez dans votre réserve. Puis j'étais bien en envers de tout ça. Moi, je suis très proche de ma famille, puis j'ai décidé de monter, d'aller les voir, les soutenir. Puis entre Grand Remous et Louvicourt, je me suis fait arrêter 6 fois par la SQ. C'est vraiment la SQ, là. Ouais, c'est encore la SQ Ouais, qui c'est le territoire. patrouille, là. Oui, oui, vraiment. Puis c'était vraiment pour vérification. Donc, j'avais un tempérament assez bouillant, jeune femme, adulte en construction, et je savais vraiment qu'est-ce qui se tramait, puis je me disais non, je les laisserai pas m'avoir, tu sais. Puis je suis vraiment sortie comme avec une désinvolture que je pensais pas être capable. Je leur ai fait un gros sourire, je leur ai dit de prendre leur temps, je leur ai souhaité bonne journée, mais en dedans de moi, je bouillais, je savais que j'étais en train d'être profilée, puis c'était en raison de ce que j'avais l'air, parce qu'à cette époque-là, j'avais les cheveux très longs, noirs. C'était évident pour ceux qui connaissent les Autochtones que j'étais une Première Nation. Donc, ça commençait à me chicoter assez fort pour me dire comme ça n'a aucun bon sens, ces gens-là sont supposés nous protéger, tu sais. Fait que là, j'ai comme un peu compris la game qui se tramait dans le sens que ben, c'était eux contre nous, là. C'était vraiment là qu'on était rendus. Non, puis c'est assez bouleversant, mais malheureusement, on est plusieurs à avoir vécu cette expérience-là d'une façon ou d'une autre. Encore aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et c'est tellement troublant d'entendre mon monde autour de moi me raconter ça. Moi aussi, j'ai eu cette histoire-là. Moi aussi, ça m'est arrivé. Puis beaucoup, à partir de la crise d'Oka, c'est comme si ça a remis en lumière une espèce de relation pas saine entre les Autochtones puis le peuple québécois à cette époque-là, tu sais. Fait que non, c'est troublant. J'entends, tu sais, je le dis dans mon livre que mon histoire se mêle à celle de bien d'autres, puis c'est malheureusement le cas. Oui, parce qu'en lisant ton livre, moi, il y avait des choses qui ressemblaient à la réalité que j'ai vécue, même si notre parcours est loin d'être identique. Cindy, dans ton expérience de travail, Alexis le mentionnait plus tôt, tu as travaillé au Service correctionnel Canada. Moi, ce partage-là, là, ce chapitre-là, m'a touché beaucoup parce que je suis pas la première personne, c'est pas la première fois que j'entends que les leaders étaient peut-être pas au fait, disons, ou n'avaient pas des connaissances culturelles très élargies par rapport à qui nous sommes. Puis aussi, il y a encore le phénomène qui, encore là, il y a des gens qui se auto-déclarent autochtones, qui ont des origines peut-être questionnables, qui occupent des postes au sein des services correctionnels du Canada. Il y a eu ces points de vue-là que tu as vus là-bas et que tu décris dans tes livres. Est-ce que, à quelque part, cette expérience-là t'a amené à vouloir faire mieux avec les Québécois, qu'ils apprennent à faire mieux avec nous? Qu'est-ce que ça a éveillé en toi? Qu'est-ce que ça a fait pour ton parcours personnel et professionnel, bien sûr? Naïvement, au début de toutes ces initiatives-là qui ont été implantées, je pensais vraiment pouvoir faire une différence positivement parce que je me disais, ben, je suis une Première Nation, puis on est plein qui a envie de travailler pour que ça fonctionne, qu'on ait un meilleur sort dans la vie. Fait que pour moi, je trouvais ça super positif. Mais je me suis rendu compte justement que c'est un grand système, puis un système qui est fondé vraiment sur l'idéologie coloniale. Donc, ça vient avec toutes les croyances, puis les valeurs qui nous ont été imposées. Et c'est de cette façon-là que la hiérarchie est structurée. Donc, je me suis dit, en sensibilisant, on va faire des petits pas, mais ces petits pas-là étaient très, très timides et c'était très long. Moi-même, je m'en suis découragée après 25 ans. J'ai lancé la serviette, comme on dit. Mais oui, je pense que vraiment comme société, on aurait dû à ce moment-là faire mieux avec ce qu'on pouvait savoir. Tu sais, c'était les arrivées de l'Internet. Je pense qu'il y avait un manque de volonté de reconnaissance et de connaissance des peuples autochtones. Je le vois vraiment comme ça. Puis,
les dernières années, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées qui ont provoqué un déclic nécessaire, enfin. Puis là, je pense qu'on avance. Je vois des améliorations dans certaines organisations. C'est sûr que c'est pas parfait partout. Puis le service correctionnel étant un milieu très rigide, on dirait que ça tarde. Tu sais, mais je vois de l'amélioration. Je l'ai vu à travers ma thèse. Il y a certains services depuis la commission vient qui ont été implantés, notamment dans les services provinciaux. Fait que c'est encourageant. Mais parallèlement, comme chercheur, j'ai vu aussi à quoi on est confronté. Hein. Il y a encore beaucoup de rigidité dans l'évolution nécessaire de comment adresser la surreprésentation carcérale. Tu sais. On veut adapter les façons de faire. Puis moi, j'ai vraiment comme pensé qu'il faut vraiment revoir au complet le système. Ça fonctionne pas. Tu parles d'aller aussi loin que de faire une loi qui va donner une compétence au peuple autochtone pour les questions pénales. Mm-hmm. C'est ambitieux parce que la protection de la jeunesse, ça a déjà été tout un processus d'en arriver là. Mais si on regarde la souveraineté d'un État, puis on regarde d'un point de vue un peu philosophique, à quel point un État, une couronne britannique... on le voit partout dans le monde, quand il est arrivé à quelque part, a laissé des compétences comme plus locales à ses colonisés, mais a tout le temps voulu imposer son système pénal. Puis on peut le voir même si on regarde le compromis à quelque part de la loi constitutionnelle de 1867 de créer, de laisser le Québec avoir son propre code civil, mais on a quand même imposé le système pénal britannique. Partout, coast to coast. Est-ce que tu penses que... combien d'années tu penses que ça va prendre avant qu'on accepte l'idée qu'on devrait avoir une décolonisation du système pénal et de reconnaître nos ordres juridiques jusque dans cette façon de faire-là, de punir, parce que on le sait, nos systèmes juridiques souvent sont plus basés sur une vision de retrouver l'harmonie, de faire des réparations, tandis que la base du système colonial britannique, c'est la punition. Mm-hmm. Oui, juste là, c'est essayer de rentrer un cercle dans un carré, ça fonctionne pas. Ouais. Mais à ta question, combien de temps ça va prendre? Il y a une couple d'années, j'aurais dit, c'est sûr, je verrai pas ça de mon vivant. Mais j'ai comme vu des petits miracles les dernières années. Fait que j'ai comme espoir. Puis évidemment, comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai énormément d'espoir en nos jeunes qui vont s'éduquer. Puis dans le livre, je le dis à un moment donné, on a comme pris les mêmes armes, hein, l'éducation puis le droit. C'est ça qu'on fait maintenant. On se défend avec les mêmes armes qui nous ont, en fait, qui ont essayé de nous assimiler. Tu sais. Ouais. Fait que ça, je trouve ça extraordinaire. Puis je le vois autour de moi. Tu sais, je suis prof à l'université, fait que je le vois, là, ce que ça fait l'éducation auprès des jeunes Premières Nations. Puis je pense que c'est la bonne voie. Donc, avec les petits miracles que j'ai vus, ben je veux bien penser que je vais le voir de mon vivant. Tu sais, des Eva Ottawa qui décortiquent certains aspects de la loi avec sa langue. Et c'est bien expliqué, c'est bien transmis comme enseignement. Fait que ça, on en veut plein, évidemment. Puis plus qu'il va en avoir, plus on va démontrer l'importance puis se faire comprendre. Tu sais, il manque une certaine compréhension entre nous puis les non-autochtones sur plein d'aspects, dont le droit. Fait que moi, j'y crois. Puis aussi que ça fait tellement longtemps qu'on tourne en rond avec le milieu carcéral. Tu sais, avouons-le que ça fonctionne pas. Puis arrêtons de saupoudrer des petites initiatives ici et là. Tu sais, provoquons un vrai changement. Et je pense que ça passe vraiment par regarder ça sous une lunette autochtone, tu sais, selon nos visions, selon nos valeurs. Justement, arrêter de rentrer comme la réparation dans le punitif, tu sais, c'est contre-productif. Il y a des mesures de rechange dans le système, dans le code criminel, mais c'est limité à certains crimes. Puis encore là, c'est pas toutes les provinces. Comme on le voit, entre autres, les crimes à caractère sexuel peuvent être traités par des cercles de justice autochtones au Manitoba, par exemple, mais on les a exclus ici au Québec parce qu'il y a une certaine délégation de l'administration de la justice aux provinces. Et est-ce qu'on devrait imposer cette compétence-là à nos Premières Nations comme la loi C-92 l'a fait? Mais des fois, tu sais, je me dis,
je sais pas, là, c'est pas empirique ce que je vais dire, là, puis c'est peut-être pas digne de quelqu'un qui fait de la recherche, mais je trouve qu'au Québec, on a beaucoup de résistance, toujours supplémentaire à plein de trucs. Tu sais, tu viens de dire une histoire comme quoi qu'on traite la délinquance sexuelle différemment au Manitoba, mais je le voyais même à travers une organisation qui est fédérale comme le service correctionnel au Québec, on avait toujours des pratiques différentes. Okay. Il y avait toujours une certaine ouverture dans l'Ouest et ici, ça tardait tout le temps. Je m'explique mal pourquoi, bien honnêtement, mais c'était quoi la question déjà? La question, c'est est-ce qu'on devrait imposer, tu sais, comme la loi C-92 qui concerne la protection de la jeunesse, elle impose une façon de faire, elle vient pas en déléguant encore des pouvoirs du fédéral. Là, le pouvoir pénal, le pouvoir criminel, c'est une compétence fédérale. Est-ce que le gouvernement fédéral, le Parlement devrait prendre une loi, selon toi, disant que on délègue le pouvoir en matière pénale et criminelle des Autochtones envers les communautés autochtones? Ah, c'est sûr que envisager ça comme ça, on va avoir un paquet de résistance. Mais oui, moi, je pense en tout cas, pour l'instant, c'est le potentiel que je vois, c'est vraiment de faire ça comme la C-92. Tu sais, c'est aux communautés de décider. C'est peut-être pas toutes les nations qui vont vouloir embarquer là-dedans, qui ont les ressources pour le faire. Et il y a toute l'histoire des ressources aussi qu'il faut négocier avec tout ça. Ouais. Donc, mais je suis certaine qu'il y a certaines Premières Nations qui sont prêtes à aller vers ce genre d'alternative-là. Puis, pourquoi pas l'explorer? On est au bon momentum, puis on le voit avec la loi à Obidjowaan, la C-92, la seule ici au Québec, mais plus de cas judiciarisés en ce moment depuis qu'ils ont pris en main leur propre service. Ça parle vraiment. Est-ce que c'est devenu une meilleure société? C'est pas ça que je dis, mais ils ont leur propre façon de faire, puis eux, ils ont mis de l'avant la préservation de la famille, l'intérêt de l'enfant et de la culture. Et c'est là, comme quand on regarde les paradigmes de base, là, c'est quoi la priorité? Fait qu'il faudrait qu'on regarde au niveau carcéral, c'est quoi les priorités des Premières Nations? C'est certainement pas le punitif. Parce que pour beaucoup de nations, dont les Inuits, ça fait aucun sens d'être incarcéré. Assumer sa responsabilité, c'est impossible quand t'es incarcéré. Donc, faut aller voir comment, on les avait, nos systèmes de régulation, là, avant l'arrivée des colons. Donc, c'est ça. Je pense à retourner un peu à nos structures et nos valeurs. Puis, moi, ce qui me préoccupe aussi beaucoup, c'est que c'est vraiment décrié, pas juste toi dans ton livre, mais par plusieurs autres personnes qui ont travaillé dans le milieu carcéral, que justement, il y a beaucoup de gens avec des origines questionnables, de façon diplomate, là, qui se disent métis ou que finalement, ils deviennent algonquins quand ils sont en service carcéral pour obtenir certains services traditionnels qu'ils voient peut-être comme des privilèges. Certains postes, comme les postes d'aînés. Là. Oui, exactement. Oui, ça, qui sont très bien rémunérés. Oui, souvent, malheureusement, c'est lié avec de l'argent. Hein? C'est pas juste vouloir reconnecter pour reconnecter. Il y a des raisons financières derrière ça. À travers ton livre « Émergence insoumise », Cindy, tu nous parles d'événements qui sont peut-être parfois durs. Quand on parle, bien sûr, des femmes autochtones disparues, assassinées, on parle un peu de Joyce. Puis j'apprécie même que tu donnes un petit avertissement avant qu'on tombe dans les sujets plus lourds aussi dans ton livre. Mais vers la fin, tu dis que c'est... en fait, même la préface, c'est dédié à tes filles. Puis à la fin, je pense que ton livre est aussi empreint d'un grand message d'espoir. Est-ce que c'est essentiel de raconter notre réalité pour bien guérir et bien avancer? Est-ce que c'était un peu ça dans le contexte de pourquoi tu as écrit ce livre-là? Bien, j'ai saisi l'occasion de partager une situation qu'on parle trop peu. Hein? La surreprésentation des femmes autochtones dans le système carcéral au pays, c'est incroyable. C'est une femme sur 2, puis au Québec, une femme sur 10. C'est vraiment tout sauf normal. Et je me suis servi un peu de mes expériences personnelles en analysant pourquoi on nous représente de cette façon-là? Pourquoi, quand une femme autochtone prend la parole dans les médias ou même dans les réseaux sociaux, il y a toujours un recadrage nécessaire fait de ceux qui la lisent, qui sont pas autochtones, évidemment, ou qui sont pas une minorité, par exemple. Fait
tu sais, je me disais, il y a une réflexion à faire là-dessus, puis je l'ai vécu moi-même, puis mes filles vont sûrement le vivre. Donc, il fallait que je fasse une réflexion, puis en faisant cette réflexion-là, ça m'a amené à regarder mon histoire, mes racines. Puis, ce que je voulais qu'on discute, c'est que c'est pas juste du négatif dans la vie des femmes autochtones. Il y a très beau monde. On a des femmes fortes qui nous ont vraiment frayé un chemin. Fait que c'était un peu cette réflexion-là que je voulais emmener comme, oui, on a une surreprésentation carcérale, mais accrochons-nous à notre histoire parce qu'il y a des beaux pans de notre histoire. En tout cas, chez nous, les Anishinabés, en tout cas, ma lignée écrit aussi, c'est beau l'histoire de l'arrivée de tous nos ancêtres à Pikaugan. Puis quand j'ai connu ma lignée féminine, si je peux dire comme ça, j'étais tellement fière. Je me suis dit, là, j'ai compris bien des affaires. J'ai compris d'où elle vient ma force finalement puis ma résilience. Tu sais, je me suis pas laissée emporter dans la colère destructive. Je m'en suis servi comme un moteur puis pour avancer. Fait que ça vient de mes ancêtres, ça vient des femmes autour de moi qui ont frayé un chemin. Fait que ça, je trouvais que c'était important de le souligner. Oui, c'est un beau message. Un beau message. Très inspirant. Qui est là pour aider le combat pour la crédibilité. C'est même le titre d'un de tes chapitres. Parce que c'est difficile souvent d'être cru quand on est autochtone, encore plus quand on est une femme autochtone. Je pense que ton livre fait œuvre utile dans le sens à ce que notre voix puisse être entendue, être crue. Hein, on le sait, beaucoup des événements auraient pu être prévenus, comme Joyce Echaquan, si on aurait été cru. Oui. Donc, la vérité est importante à dire. Oui, vraiment. Absolument. Non, puis, tu sais, je me sers de mon travail de professeur aussi pour décortiquer tout ça, tu sais, le sens qu'on a donné à la femme Première Nation depuis l'arrivée des colonisateurs, là. C'est tellement flagrant avec les lois, les politiques d'assimilation, avec plein d'événements qui est arrivé au niveau des pandémies, au niveau de la gestion des laissez-passer dans l'Ouest. La femme a toujours été particulièrement ciblée. Fait que c'est pas étonnant aujourd'hui que dans l'imaginaire collectif, il y a des gens qui ont de la misère à avoir une image positive de la femme. Puis je pense que les médias aujourd'hui peuvent nous aider beaucoup à rectifier cette représentation-là de la femme. Puis les livres aussi, évidemment. Là, fait que, Cindy Wall, professeure à l'École de travail social à l'Université d'Ottawa. Doctorante, j'imagine bientôt docteur. C'est en... Kitty Miigwech, d'avoir pris le temps de venir nous parler de ton livre. C'est une recommandation qu'on peut faire. Ça se lit bien aussi. C'est un petit format. J'invite tout le monde aussi à le lire. Ben, Miigwech. Merci beaucoup. Miigwech, Cindy. Majashan. Bye. Retaguzin kyo kishkumyan Tu kishkon bam tu no eten Dan minuat kerabduk Harishma exkertaman kichim minuat Wanet ma Shiminoat que te pensa parentan que é do mal é o rago do mar Armatares no boreaus que queres maltar o é der tuk Mega imeretta no takushik tekshiaga kyuchibatu Ashimani tabwe da tuto Ashimani tabwe da witi bimogi Santo tu é que és
Sanin didekten tek şimega magtayim here. Ashimani tapwe tabuto. Ashimani tapwe tawiti bimori tsanguto. Et baby, Ashimani tapwe tabuto. Ashimani tapwe tawiti bimori tsanguto. Et baby, Alors, c'était Paco avec son succès Ni Koriawak. Pascal Ottawa dit Paco est un auteur, compositeur, interprète originaire de la communauté Atikamekw de Manawan. Et d'ailleurs, parlant d'Atikamekw, ben, il va y avoir les Inuits Maten qui vont être au Francophonie de Montréal. Spectacle gratuit le 19 juin à 18h. J'ai épluché la programmation du Festival de jazz et des Franco et c'est le seul artiste autochtone que j'ai vu cette année. Pourtant, on est supposé d'être dans une ère de réconciliation. Oui, habituellement, il y en a plus que ça. Je t'avoue que ça m'a vraiment surprise. Peut-être qu'ils vont en ajouter des invités surprises, mais là, ils peuvent pas inviter Jeremy Dutcher au Festival de jazz à toutes les années. Hein? Il faudrait qu'ils trouvent d'autres artistes, malgré que j'aime beaucoup, beaucoup Jeremy. Cette semaine, la semaine passée, en fait, c'était l'anniversaire de la 10e année de la disparition de Cindy Ruperthouse. On en parle dans le livre à Cindy. Oui. C'est une membre de la communauté à Cindy, donc une Abitibi-Winnie. Mm-hmm. C'est qu'est-ce qui a déclenché sa disparition? Toute la crise policière de Val-d'Or en 2015, oui. Parce que on se rappellera que l'équipe d'enquête est allée sur le terrain. Mm-hmm. Puis, finalement, ils ont découvert toutes sortes de choses. Il y a eu des témoignages de femmes autochtones, ouais. Mais on a eu de la misère à mettre la lumière sur qu'est-ce qui s'est passé avec Cindy Ruperthouse. Oui, parce que c'était pas mal sous le radar de tout le monde. Là, moi, je le savais parce que j'avais rencontré les parents de Cindy à l'association de prévention suicide. Ils étaient venus et clairement, ils étaient très bouleversés de ça. Et c'est vraiment plus tard, après, comme tu dis, avec Val-d'Or, il y a eu un suspect, mais il n'y a pas eu grand-chose qui a débloqué. Donc, on sait pas. On envoie des pensées à tous les proches et les amis de Cindy. Il y a un podcast sur le sujet qui a été fait par 2 journalistes de Cube Radio qui est très intéressant, qui fouille en détail l'histoire à Cindy Ruperthouse. Okay. Donc, j'aurais peut-être écouté ça. Je serais intéressée à savoir comment ils présentent ça. Donc, là, il y a le commissaire par rapport à la loi 37. Donc, le projet de loi 37, donc il y a un amendement dans ce projet de loi-là qui va faire en sorte qu'on va avoir un commissaire au bien-être des enfants autochtones. Puis... on va construire, on affirme de la part du gouvernement qu'on va co-construire puis réaliser de manière conjointe avec les Premières Nations et les Inuits l'élaboration de ce poste-là, son mandat en matière de protection de la jeunesse. On le sait, c'était une des recommandations du projet de la Commission Laurent, du rapport de la Commission Laurent, que les enfants autochtones puissent avoir leur propre commissaire en matière de protection de la jeunesse. Ouais. Parce qu'il y a des enjeux. On en a parlé un petit peu avec Cindy un peu plus tôt. On a, oui, maintenant la loi C-92 qui nous permet d'avoir nos propres lois, mais c'est pas toutes les Premières Nations qui vont avoir leur propre loi de protection de la jeunesse. Donc, beaucoup d'enfants vont encore être desservis par la DPJ. Puis même en milieu urbain aussi. Puis en milieu urbain. Et... on n'a pas de statistiques sur combien d'enfants autochtones sont desservis. Donc, on souhaite
que cette recommandation-là, puis qu'on ait pris notre leçon de la part du gouvernement du Québec, où on a développé d'autres projets de loi-là, comme le projet de loi 36 sur la sécurisation culturelle, en faisant une consultation qui consistait à avoir envoyé 16 courriels. Fait que là, on nous dit, on va construire, on va réaliser de manière conjointe avec les Premières Nations. On l'espère, puis on va suivre ça de proche. Oui, parce que c'est l'avenir de plusieurs qui est touché par ça. Puis bien sûr aussi les intervenants voient les choses différemment quand ils sont autochtones. En terminant, la Nation Métis de Saskatchewan retire son appui au projet de loi C-53 qui allait justement avoir des conséquences sur l'encadrement la mise en œuvre des traités conclus avec le gouvernement du Canada. Donc, il y a un manque de divergence et d'unité. Donc, c'est quelque chose à suivre parce qu'il y avait toutes des questions territoriales aussi pour les Métis de l'Ontario qui étaient... Oui, parce qu'ils clament beaucoup un très grand territoire. Très grand territoire. Oui, très, très grand. Donc, aujourd'hui, c'était Sophie-Claude Miller. Alexis Wawanoloat. Mathieu Tessier en régie. Ben oui. Claire Guérin et Sylvestre Déterre à la recherche. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.